Bonjour et bienvenue sur Algomius. Nous continuons les vidéos sur les statistiques et aujourd'hui en fait on va pas voir une nouvelle loi, on va voir les intervalles de fluctuation et de confiance. Alors à quoi servent ces intervalles? Eh bien tout simplement ça nous permet de savoir finalement si une expérience empirique que nous effectuons se rapproche finalement d'une loi théorique. Et si elle s'en rapproche, est-ce qu'elle s'en rapproche assez bien pour pouvoir dire que la valeur théorique finalement est une bonne approximation de l'expérience qu'on a menée? Alors, pour ça, on utilise souvent deux intervalles, qui sont l'intervalle de fluctuation et l'intervalle de confiance, qui ont énormément de similitudes, notamment dans le calcul des bornes de l'intervalle, mais il y a une grande différence en fait entre les deux intervalles. L'intervalle de fluctuation, lui, on l'utilise quand on connaît la valeur théorique, c'est-à-dire qu'on connaît une loi théorique qu'on a envie de représenter, et on aimerait voir si finalement notre expérimentation est assez proche finalement de la valeur théorique de la loi qu'on connaît. À la différence de l'intervalle de fluctuation, l'intervalle de confiance, lui, est utilisé quand on ne connaît pas la proportion théorique, qu'on essaye de la déterminer. Dans l'intervalle de confiance, ce qu'on connaît, c'est plutôt quelque chose qui s'approcherait. On aurait fait une expérience empirique, et on aimerait déterminer, par exemple, est-ce que finalement une loi théorique s'en rapprocherait assez près. Donc voilà la grande différence entre les deux. On utilise l'intervalle de fluctuation lorsque l'on connaît la valeur théorique, on utilise l'intervalle de confiance quand on ne connaît pas la valeur théorique, mais qu'on essaye de prouver si quelques valeurs théoriques peuvent être assez proches de ce que l'on a constaté, de ce que l'on a observé. Alors cette vidéo précisément va parler de l'intervalle de fluctuation. Il y aura naturellement une prochaine vidéo qui va parler de l'intervalle de confiance, et on essaiera de voir aussi comment ces intervalles s'appliquent à différentes lois. Donc la vidéo de l'intervalle de fluctuation va s'appuyer sur une loi binomiale, et puis l'intervalle de confiance va plutôt s'appuyer sur une loi normale, comme ça on aura vu les deux processus. Très bien, je vous propose de commencer et de voir ce qu'est un intervalle de fluctuation. Alors, on l'a déjà vu, là je résume un petit peu, pour savoir quel est l'intervalle qu'il faut utiliser, il faut savoir en fait si on connaît une valeur théorique ou non. Est-ce qu'on est en présence d'une loi théorique que l'on veut appliquer à une expérience, ou alors est-ce qu'on ne la connaît pas? Par exemple, si je jette plusieurs fois un D6, je sais que théoriquement la proportion d'obtenir un 6 est de 1/6. On se souvient que les issues possibles quand je jette un D6 sont 1, 2, 3, 4, 5, 6, et pour chacune des issues possibles, j'ai naturellement 1/6 de chance pour chacune. Et quand je fais la somme des probabilités, naturellement j'arrive à 1. Ok. On est d'accord. Cependant, si je m'amusais maintenant à prendre un D6 et à le jeter, on est d'accord que j'arriverai pas forcément sur cette répartition théorique. Puisqu'en fait, le hasard fait que j'aurai peut-être pas autant de 1 que de 2, que de 3, que de 4, et ainsi de suite. Surtout si je suis sur un nombre très bas de lancers. Donc, l'idée ici est de se dire, ok, j'ai pas la répartition idéale théorique, mais finalement, est-ce que je m'en approche assez près pour pouvoir dire finalement que j'ai bien une loi théorique qui correspond à mon expérimentation? Bon, on utilise un intervalle de fluctuation du coup quand on connaît la proportion théorique, c'est-à-dire là typiquement pour mon D6, je connais la proportion théorique, la probabilité de chacune des faces est de 1/6, et j'aimerais savoir par expérimentation, par exemple, je voudrais contrôler que le dé que j'utilise par exemple n'est pas pipé. Et donc ça c'est quelque chose qui va être déterminé avec un intervalle de fluctuation. L'intervalle de confiance, c'est quand on essaie de déterminer une proportion théorique qui pourrait convenir à une observation ou une expérience. Donc là, j'ai lancé plusieurs fois mon dé, je ne connais pas de loi théorique, mais en observant les résultats que j'ai obtenus, je vais essayer de déterminer une loi théorique qui soit assez proche, finalement, pour pouvoir dire que cette loi théorique convient pour faire une approximation de mon expérience. Alors, on va parler dans cette vidéo plus précisément de l'intervalle de fluctuation. Il permet de déterminer un intervalle de la proportion théorique. Donc là, comme on connaît la proportion théorique, c'est naturellement la proportion théorique qui va être au centre de notre intervalle, et donc on va avoir un intervalle qui va avoir en son centre cette proportion théorique, et qui va donc avoir une borne inférieure et une borne supérieure. Donc cet intervalle permet de représenter le résultat attendu en spécifiant une marge. Alors pourquoi on spécie une marge? Eh bien, on a discuté tout à l'heure qu'on pouvait lancer les dés. Eh bien, je pourrais lancer 30 fois le dé de suite et je pourrais vraiment, avec le hasard, pourrais avoir 31 de suite. Ça pourrait arriver. Et je pourrais en conclure que mon dé est pipé.
puisqu'effectivement avoir 31 de suite voudrait vraiment dire en fait qu'il y a quelque chose qui fait pencher la balance vers le fait d'obtenir un 1. Et bien c'est pas tout à fait le cas, c'est peut-être juste de la malchance finalement, et donc on est toujours à une marge, on utilise toujours une marge de dire en fait on a 95% de chances que si je répète l'expérience, ce résultat se trouve dans l'intervalle de fluctuation. Et je considère qu'il y a toujours 5% de chances où vraiment j'ai pas de chance, j'ai vraiment pas de bol, et je me retrouve en dehors de cet intervalle. Donc on fait toujours avec une marge, on cloisonne jamais vraiment les résultats, parce que en fait, comme on a souvent des choses, des expérimentations où le hasard intervient, il peut très bien arriver que sur une expérience en particulier, on sorte des bornes malgré le fait que on devrait normalement se rapprocher de la valeur théorique. Donc, l'intervalle de fluctuation nous permet également de valider une proportion théorique. Et en effet, si les tests empiriques donnent un résultat contenu dans l'intervalle de fluctuation, l'hypothèse de proportion théorique est terminée. Alors ça, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, si on part d'une valeur théorique, par exemple mes dés qui sont à 1/6, et bien ensuite, si je fais mes jets de dés, et que je me rapproche finalement de façon assez proche de la valeur théorique, eh bien je pourrais confirmer que la valeur théorique est bien adaptée au cas de figure que j'essaie de représenter. Toute la question va être de dire qu'est-ce que ça veut dire en mathématiques assez proche. Alors pour calculer un intervalle de fluctuation, comment est-ce qu'on va faire? On va partir d'une proportion théorique, comme on l'a dit, et on pose une hypothèse. On imagine que l'hypothèse, c'est que sur plusieurs lancers de dés, j'ai une probabilité de 1/6 d'obtenir un 6. Ça, c'est mon hypothèse. C'est un dé qui est équilibré. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure dans l'Excel. On a une probabilité d'1/6, donc de 0,167, d'obtenir un 6. Ok. Je voudrais confirmer cette hypothèse par une expérience empirique, au moins 30 lancers. Donc c'est-à-dire que je vais faire 30 lancers de dés, et je vais vérifier si, dans la pratique, la probabilité d'avoir un 6 finalement rejoint la probabilité théorique que j'avais mise en place. Alors naturellement, j'aurai une différence entre la valeur théorique et la valeur empirique. Puisque le hasard intervient, si je fais 6 lancers de dés, on est d'accord que je ne vais pas forcément obtenir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le hasard intervient, donc il faut en tenir compte. Je vais valider mon hypothèse, c'est-à-dire que le jet de dés suit la loi théorique que je me suis fixée. Si la valeur entre la loi théorique et la valeur entre la loi empirique sont assez proches. Et je vous l'ai dit, la grande difficulté, ça va être de dire qu'est-ce que ça veut dire proche du point de vue mathématique. Alors mathématiquement, ça veut dire quoi proche? Et ça va être un petit peu toute la question de notre intervalle de fluctuation. C'est l'intervalle de fluctuation qui va nous permettre de savoir si justement ces deux valeurs sont proches. Et donc on va pouvoir le résoudre de façon mathématique. Si la valeur empirique se trouve dans l'intervalle de fluctuation, calculé à partir de la valeur théorique, cela valide l'hypothèse. Donc représentez-vous ce que l'on va faire, tout simplement, c'est que l'on va représenter un intervalle qui va être centré ici sur la valeur théorique que je connais. Ah, ça c'est un peu grand. Donc là, on est sur la valeur théorique. C'est police. Donc là, on est sur la valeur théorique. Et on va essayer de déterminer pour cet intervalle, donc une borne inférieure. Je vais le mettre en bleu. Une borne inférieure et une borne supérieure. Et ce qu'on va essayer de voir, finalement, c'est est-ce que notre expérience, elle tombe quelque part dans l'intervalle. Donc là, si elle tombe quelque part dans l'intervalle, on va valider notre hypothèse, on va dire ok, l'expérience correspond bien à la valeur théorique qu'on s'était fixée. Si elle tombe en dehors, on va dire en fait qu'elle ne respecte pas l'expérience. Alors la marge de 5% nous dit aussi qu'effectivement, si on fait qu'une expérience et qu'elle tombe en dehors, il serait peut-être intéressant de la refaire au moins une centaine de fois pour voir quelle est la proportion de l'expérience qui tombe dehors et de l'expérience qui tombe dedans. Alors, effectivement, si la fréquence expérimentale ne se trouve pas dans l'intervalle, je rejetterai l'hypothèse. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir calculer finalement, qu'on va pouvoir mettre en correspondance notre expérience, donc la vision empirique finalement de notre expérience, et la valeur théorique qu'on aimerait assimiler à cette expérience. On va essayer de le faire au travers d'un petit exercice pour voir un petit peu comment tout ça fonctionne.
Donc on travaille dans une entreprise qui fabrique des plats cuisinés, et vous êtes très fiers des 2 dernières créations. Vous pensez néanmoins que si vous faites goûter les 2 recettes à vos clients, 55% d'entre eux préféreront la recette A. Donc ça, c'est l'hypothèse que vous faites. Donc là, c'est la donnée théorique, vous connaissez la valeur théorique, c'est l'hypothèse que vous faites. On va essayer de la vérifier maintenant avec une expérience empirique. On va donc interroger pour ça un échantillon de 50 personnes pour connaître leurs préférences et valider notre hypothèse. X est la variable aléatoire qui compte le nombre de personnes ayant préféré la recette A. Alors, quelle est la loi qui se prêterait le mieux à ce genre d'expérimentation, pour un premier coup? Eh bien, si on regarde un petit peu l'énoncé, qu'est-ce qu'on a en fait? On a finalement 2 issues à notre loi. Soit les gens préfèrent le plat A, soit les gens préfèrent le plat B. En plus, on a une probabilité théorique que les gens préfèrent le plat A. Donc, ces deux éléments, en fait, dans notre exercice, nous pousseraient finalement à utiliser une loi binomiale. Je vous rappelle que la loi binomiale, c'est une loi qui est définie par 2 issues possibles, un succès, un échec, et une probabilité d'obtenir un succès. Donc là, on a exactement tous les éléments qu'il nous faudrait pour notre loi binomiale. Alors c'est bien ce qu'on va utiliser, on va utiliser une loi binomiale. Pour les raisons évoquées, il y a 2 issues possibles, et on connaît l'hypothèse, le taux de préférence A, qui est de 55%. Et en plus, on a un nombre d'expériences. On a vu qu'on a pris normalement un échantillon de 50. Donc on se retrouve avec les 2 paramètres de notre loi binomiale. On va se retrouver avec la loi de paramètres 50, 0,55, qui est le nombre d'expériences, et la probabilité de succès. Ici, on considère que la probabilité de succès, c'est la probabilité de nombre de personnes qui vont préférer le plat A. On va maintenant calculer l'intervalle de fluctuation au seuil de 95%. Alors, avant de le calculer, on va essayer de l'observer déjà avec ce que l'on peut faire dans Excel. On va l'observer et puis on va essayer de voir si finalement on va récupérer finalement le même intervalle par calcul. Donc ce que je vous propose de faire, c'est de faire la loi binomiale pour les 50 clients goûteurs. Donc pour cela, on peut prendre un Excel. On met toutes les valeurs de X dans la première colonne. Alors les valeurs de X, c'est quoi? C'est la probabilité que 0 personne n'ait préféré le plat A, c'est la probabilité que 1 personne ait préféré le plat A, et ainsi de suite. Et donc, le maximum, c'est que les 50 personnes aient préféré le plat A. Donc on va aller jusqu'à 50. Voilà, donc on va de 0 à 50. Dans la deuxième colonne, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre simplement la loi binomiale. Loi binomiale, qui va prendre en premier paramètre ce qui est dans la colonne A. En deuxième paramètre, c'est le nombre de tirages, on avait un échantillon de 50, et la probabilité qui était de 0,55, la probabilité que les personnes préfèrent le plat A. Pour l'instant, on ne va pas se mettre en cumulatif, on verra tout à l'heure si on en a besoin. Ok, donc je tire ma formule jusqu'à 50, et je peux même représenter, si j'en ai envie, ma loi binomiale sous forme de graphique. Je vais insérer un graphique. Donc voilà à quoi ressemble ma loi binomiale. Elle ressemble aussi énormément à une loi normale. Mais ça, on avait vu avec l'approximation, qu'on pouvait approximer aussi une loi binomiale par une loi normale. Bon, on ne va pas le faire ici. On va rester sur la loi binomiale. Donc on a représenté notre loi binomiale. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Donc, pour rappel, la loi binomiale nous donne les chances de succès pour chacun des cas. C'est ce qu'on a tracé. La probabilité que, ça se lit comme ça, tout simplement, chaque ligne, si je prends une ligne au hasard, là, j'ai la probabilité que, sur mon échantillon de 50 personnes, il y a 8 personnes qui préfèrent la recette A. Donc on voit que comme on est à 55, par exemple, on est un petit peu décalé, on est un peu supérieur à 25. La crête est supérieure à 25, puisqu'en fait, on est un petit peu décalé vers les 55%. On n'a pas 50-50, on a 55-45. Alors, maintenant, ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va essayer de chercher l'intervalle de fluctuation où A est le plus petit entier, tel que P de X inférieur ou égal à A est supérieur à 2,5. Alors là, on voit que cette fois-ci, on n'a pas une égalité des X, on a une notion de supérieur ou égal, ce qui va nous imposer dans Excel, en fait, à utiliser la fonction cumulative.
Donc je l'avais dit que quand on cumule, quand on utilise la fonction de cumul dans Excel, qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, ça cumule les probabilités. C'est-à-dire que, par exemple, P de x est égal à 4, en fait, on a la probabilité ici de P de x égale 0, plus P de x égale 1, plus P de x égale 2, plus P de x égale 2, 3, plus P de x égale 4. À chaque étape, en fait, on cumule. Et donc, ce que l'on va faire ici, ce que nous dit Excel, c'est qu'on va chercher A, le plus petit entier réel, tel que P de x inférieur ou égal à A est supérieur à 2,5. Ok. Donc, on essaie de voir à partir de quel moment on est supérieur à 2,5. Donc là, on est à 0,023. Là, on est à 0,044. Donc là, en fait, c'est ici que l'on devient supérieur à 2,5%. Donc le A, on a notre valeur de A qui serait 21. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche P de x inférieur ou égal à B, tel que B est supérieur ou égal à 97,5. Alors je vais regarder quand est-ce qu'on arrive au-dessus de 97,5. Donc là, on est à 95, 97,8. Donc là, c'est la partie où on arrive au-dessus de 97,5. Donc on a B égale 34. Alors, pourquoi finalement on en arrive à ces valeurs-là? Eh bien, tout simplement, ce qu'on essaie de faire, c'est que on va représenter notre loi, à peu près. Hop. On va essayer de représenter un petit peu notre loi, comme elle est faite. Hop. Voilà. Et ce qu'on va se dire, en fait, tout à l'heure, quand on avait dit sur le jeu, j'avais dit qu'il pouvait très bien arriver que j'ai que des 1 pendant une série. Ça, c'est ce qu'on considère être un cas extrême. Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va supprimer, de notre côté, on va supprimer les lois extrêmes. C'est-à-dire que je vais utiliser deux intervalles ici, et de dire, en fait, ça, c'est quoi? Eh bien, ça, c'est 2,5%. Ce qui est à gauche représente 2,5%. Donc, c'est cette partie-là. Alors, je vais juste tracer pour fermer. Donc, cette partie-là, c'est les 2,5% les plus extrêmes en bas. Et ça, c'est les 2,5% les plus extrêmes en haut. Donc là, on est à 2,5% également. Donc, c'est ce qu'on a cherché, en fait. Je vais le mettre là. On enlève les 2,5% de chaque côté. Et en fait, c'est comme ça qu'on récupère finalement ici. On va récupérer 95% des probabilités qui sont en fait pas les moins extrêmes. Et donc, c'est exactement ce qu'on a fait ici. C'est qu'on a enlevé d'un côté 2,5. On a enlevé les premiers 2,5 et puis on est allé jusqu'à 97,5, ce qui fait que 97,5 moins 2,5, il reste 95%, donc on a isolé les 95%. Ok, donc voilà comment est-ce qu'on est tombé sur ces valeurs-là. Et donc on a isolé A, donc notre intervalle de fluctuation correspond donc à A sur N, B sur N. Donc si j'avais à l'écrire maintenant, donc c'est mon intervalle de fluctuation observé. Je vais faire un peu plus grand. Qu'est-ce que c'est? Tout simplement, c'est A sur N, donc la taille de l'échantillon, B sur N, voilà. Donc, si j'en reprends sur mes observations, A est de 21 et B est de 34. Et bien tout simplement, je récupère A est de 21 sur un échantillon de 50, B est de 34, toujours sur un échantillon de 50, et donc je vais récupérer mon intervalle, je vais faire le calcul. Donc 21 divisé par 50, ça fait 0,42. J'ai un intervalle 0,42, ce qui nous permettra ensuite de le vérifier avec le calcul, puisqu'on va aussi calculer cet intervalle. Divisé par 50, ça fait 0,68. Ok. Donc ça, c'est l'intervalle de fluctuation tel que nous l'avons observé grâce à Excel. On l'a représenté et on l'a observé ensuite par rapport à la cumulation finalement de la loi binomiale. Ok.
Donc, Excel nous a aidé à calculer plus facilement les valeurs de A et B, ça on l'a vu, grâce à l'option de cumulative. Donc ça peut être assez intéressant, cette option de cumulation qui nous permet justement de voir, en fait, de cumuler les différentes probabilités et qui nous permet donc finalement d'avoir des traitements sur les intervalles. Alors que d'habitude, sur la loi binomiale, c'est beaucoup plus compliqué finalement de calculer des intervalles. On l'a expliqué longtemps quand on a parlé de la loi normale. Donc, il est facile de lire A et B, et par lecture, en fait, on a effectivement trouvé que A égale 21 et que B égale 34. Donc si on lance une expérience empirique sur 50 personnes, il y a donc 95% de chances que le nombre de personnes qui préfèrent la recette A se situe entre 21 et 34. Ok. Donc on a calculé notre intervalle de confiance également. Notre intervalle de confiance est de 0,42, 0,68. Comment est-ce qu'on lit cet intervalle de confiance? Eh bien on dit que si on lance une expérience empirique, il y a 95% de chances que le nombre de personnes qui préfèrent la recette A se situe entre 42% et 68%. Donc on voit qu'on est décalé par rapport à 50%, et ça encore une fois c'est logique, puisque on estime que le nombre de personnes qui vont préférer la recette A est de 55%. Donc on n'est pas sur une parité, on n'est pas du 50-50, donc c'est normal que cet intervalle soit décalé vers les nombres positifs. Alors maintenant ce que je vous propose c'est de vérifier le calcul de l'intervalle de fluctuation, et finalement de voir si on était loin, si on va tomber loin de notre observation. Alors normalement non. Si on a bien travaillé sur les deux côtés, normalement on ne devrait pas tomber très très loin. Alors on a déterminé notre intervalle de fluctuation par observation, pour l'instant, par observation du comportement de la loi binomiale. On a aussi une formule pour le calcul directement au seuil de 95%, qui est la suivante. Donc la borne inférieure c'est P moins 1 sur racine de n, P plus 1 sur racine de n. Je rappelle que P est la probabilité de succès, et que n est la taille de l'échantillon. Donc cette formule, elle est uniquement valable lorsque l'échantillon est assez grand, c'est-à-dire que quand on a plus de 25 individus dans l'échantillon, donc là on en a 50, donc on est largement bon, et que la probabilité est telle que la probabilité est supérieure à 0,2 et inférieure à 0,8. En fait, il ne faut pas que la probabilité soit proche de 0 ou proche de 1, ce qui risquerait de fausser la formule. Alors si ces propriétés ne sont pas respectées, pas de panique, il existe une fonction qui donne une meilleure approximation, qui est la suivante, P moins 1,96 multiplié par racine de P 1 moins P sur N, et la borne supérieure c'est P plus 1,96 racine de P facteur de 1 moins P sur N. Alors là il y a beaucoup de choses que l'on peut expliquer. Vous avez P qui est la probabilité de succès, et vous avez le N qui est la taille de l'échantillon. Il y a juste ce 1,96 là qui a l'air d'être sorti d'une manche. En fait le 1,96 c'est un coefficient qui correspond au seuil de 95%. Alors, on ne va pas l'expliquer là, comment on va le trouver, mais vous allez voir qu'on va l'expliquer dans la vidéo de l'intervalle de confiance. On va expliquer pourquoi ce 1,96, ce coefficient 1,96, est lié au seuil de 95%. En fait, on va le passer par une loi normale et une loi normale centrée réduite, et on va le voir que par lecture inverse, c'est la valeur que ça nous ramène. Mais tout ça, ce sera détaillé dans l'intervalle de confiance. Ici, on va rester maintenant sur une loi binomiale, et c'est dans l'intervalle de confiance qu'on va prendre un exemple sur la loi normale, et qu'on expliquera ce coefficient. Alors là, tout ce qu'on a à savoir finalement, c'est qu'on est bien dans les clous. Effectivement, on a un échantillon qui est plus grand que 25, et une probabilité qui est entre 0,2 et 0,8. Donc j'ai le droit d'utiliser ma formule simplifiée pour calculer mon intervalle. Alors si je le calcule, eh bien il me faut deux choses. Il me faut la probabilité de succès, alors celle-là je l'ai, c'est 0,55, et il me faut aussi la taille de l'échantillon qui est de 50. Et si je calcule mon intervalle de fluctuation, eh bien je vais arriver à 0,55 moins 1 sur racine de 50, en borne minimum, et en borne maximum 0,55 plus 1 sur racine de 50, ce qui fait environ 0,41, 0,69. Si je reprends l'intervalle que j'avais déterminé par lecture, ici j'avais 0,42, 0,68, vous voyez que je suis pas très loin. Je suis pas très loin avec mon observation. Donc si on lance une expérience empirique, toujours pour le transformer en langage français, il y a 95% de chances que le nombre de personnes qui préfèrent la recette A se situe entre 41 et 69%. Donc on voit que les deux méthodes arrivent à des intervalles très proches. Donc ça confirmait que notre calcul est bon, que notre observation est bonne, suivant dans le sens dans lequel vous voudriez lui donner.
Donc on est à 0,42, en gros 0,68. Maintenant on va essayer de prendre une décision grâce à notre intervalle de fluctuation. Et on va regarder comment ça marche. Pour ça, je vous propose de nous appuyer de nouveau sur un exemple concret, où cette fois-ci on va travailler à organiser notre anniversaire. Et pour organiser mon anniversaire, donc, j'ai commandé à un fabricant 1500 bonbons rouges et 1500 bonbons bleus. Et je suis très tatillon sur ce que je reçois, je veux vraiment qu'il y ait la parité dans mes bonbons. Donc au moment de la livraison, arrivent 3000 bonbons complètement mélangés dans un sac. Alors, on considère effectivement qu'il n'a pas mis d'abord les bonbons rouges dans le sac et qu'il a mis les bonbons bleus au-dessus, puisque ça impliquerait effectivement un problème dans notre tirage. Les bonbons sont complètement mélangés. Le sac a été secoué dans le transport, et ainsi de suite, il est parfaitement mélangé. Donc, je veux prendre un échantillon de 50 bonbons dans le sac, et nous apercevons que l'échantillon contient 20 bonbons rouges. Donc, je compte mes 50 bonbons, j'ai 20 rouges, j'ai 30 bleus. Est-ce que je peux déduire que le fournisseur a respecté la commande? Alors, c'est le même problème qu'avec les dés. C'est pas parce que j'arrive pas à la loi théorique en tirant mes bonbons que je peux vraiment justifier ou être sûr que le fournisseur a menti. D'accord? Si je prends que 50 bonbons sur 3000, on voit bien que, effectivement, je vais peut-être avoir peu de chance d'avoir la parité. C'est exactement la même chose que quand un institut de sondage essaie de faire un sondage, en politique ou ailleurs. En fait, pour pouvoir avoir un sondage qui tient la route, il faut que l'échantillon soit vraiment représentatif de la population totale. Là, je ne suis pas sûr qu'avec seulement 50 bonbons, j'ai vraiment un échantillon qui représente le contenu du sac. Est-ce que pour autant, j'en arrive à un point où je peux refuser le sac en disant que la commande n'est pas honorée? Ou est-ce que cette donnée me dit que finalement, eh bien, je vais accepter parce qu'il y a de grandes chances que la proportion du sac soit bien respectée entre les rouges et les bleus? Alors on va voir comment est-ce qu'on peut faire. Alors d'entrée de jeu, on voit qu'il y a une différence entre notre échantillon et la valeur théorique, puisque normalement, si j'avais tiré 50 bonbons, et que j'étais arrivé sur la valeur théorique, ça veut simplement dire que je serais arrivé sur 25 bonbons rouges et 25 bonbons bleus. Donc là, c'est pas le cas. On va commencer par voir les paramètres de notre loi binomiale. Donc la probabilité, on va considérer que le succès, c'est qu'un bonbon soit rouge. Alors c'est pas forcément un succès qu'un bonbon soit rouge, mais on voit qu'on peut appliquer une loi binomiale toujours quand il y a deux issues. Et ce qu'on considère comme un succès, il ne faut pas l'oublier, j'aurais très bien pu partir sur la probabilité qu'un bonbon soit bleu. Là, j'ai choisi que les chances de succès soient la probabilité qu'un bonbon soit rouge. On va voir que ça ne change pas grand-chose, en fait. Vous allez toujours avoir un complément l'un par rapport à l'autre. Et en plus, dans notre problème, ça changera encore moins, puisque normalement, il devrait y avoir la parité entre les bonbons rouges et les bonbons bleus. Donc on va essayer de mettre en place notre loi binomiale. Alors la loi binomiale, finalement, dans notre problème, c'est quoi? Eh bien, la loi binomiale, dans ce cas-là, c'est une loi. On a vu qu'on a pris 50 échantillons, et on sait que la probabilité de succès, puisque je considère que succès, c'est d'avoir un bonbon rouge, est de 0,5. Je devrais avoir la parité entre les bonbons rouges et les bonbons bleus, donc j'ai une probabilité de 0,5. On va calculer l'intervalle de fluctuation avec l'une des deux méthodes. Alors je ne vais pas le faire avec la lecture Excel. Si, je pourrais le faire avec la lecture Excel. On va faire les deux méthodes, pour être sûr de savoir comment ça marche. Cette fois-ci, j'ai une loi binomiale 50,05. Donc je vais reprendre ici 50,05. Donc j'ai une loi binomiale où le premier paramètre est le x de la colonne A, puis j'ai le nombre d'échantillons, puis j'ai la probabilité de succès, et je reste en cumulatif, puisqu'on a vu que c'est ça qui nous servait à lire dans notre table. Je vais aussi enlever la couleur jaune, pour ne plus la voir, et je vais calculer en fait l'intervalle A et B, et on va voir, donc je vais chercher en fait quel est le seuil de 2,5%. Alors 2,5%, on voit qu'ici je passe 2,5% lorsque je passe de 17 à 18. Donc comme c'est 2,5%, je regarde quand je passe 0,025. Alors je passe 0,025 quand j'arrive à 18. Et maintenant je vais chercher quand est-ce que je dépasse 97,5. Eh bien je dépasse 97,5, donc 0,975, quand je dépasse 32. Ok ?
Et donc ça me permet de calculer l'intervalle de fluctuation observé. Je vous le rappelle, tout simplement, c'est A sur l'échantillon et sur l'échantillon. Ok. Et ça, c'est égal à quoi? C'est égal à 18 sur 50 et c'est égal à 32 sur 50. Et c'est égal à 0,36 et 32 sur 50, 0,64. Donc ça, c'est l'intervalle observé. Donc cet intervalle, il va nous dire tout simplement que si je prends si je prends 50 bonbons dans le sac, eh bien, j'ai 95% de chance que le nombre de bonbons rouges se situe entre 18 et 32. Et, d'après ce que je viens de calculer dans mon intervalle de fluctuation, ça veut dire que, également, si je prends un nombre aléatoire de bonbons dans le sac, d'après ce que me dit ce premier test, eh bien, j'ai entre 36 et 64% de chance j'ai 95% d'être entre 36% et 64% de bonbons rouges. Ok. Très bien. Donc ça, nous l'avons en place. Et on va essayer de le voir aussi avec la formule. Donc je reviens sur ma formule. Pour la calculer, c'était la probabilité moins 1 sur racine carrée de n. Donc, si je veux faire le calcul ici, cette fois-ci, c'est l'intervalle de fluctuation calculé. Eh bien, c'est tout simplement P moins 1 sur racine de n et en borne supérieure, en fait, on se retrouve avec P plus 1 sur racine de n. Alors ça, c'est égal à quoi? Eh bien, la probabilité, on la connaît. C'est 0,5. Moins 1 sur racine de n, c'est donc moins 1 sur racine de 50. Et de l'autre côté, on a ce 0,5 qui est égal à 1 plus 1 sur racine de 50. Donc ça, on va le calculer avec Excel. Donc c'est-à-dire que là, on a une fois 0,5 moins 1 sur racine de 50. Ça fait 0,39. Et on a de l'autre côté, on a 1 plus 1 sur racine de 50. Et on a 1. Non, 0,5. 0,5 plus 1 sur racine de 50. Ok. Donc l'intervalle calculé que l'on obtient ici, il est égal à 0,359, 0,641. Encore une fois, on est assez proche finalement de l'intervalle qu'on avait calculé. On était à 0,36 pour 0,359, on est plutôt bon. Et on est arrivé à 0,64 à la place de 0,641. Donc encore une fois, que vous passiez par la méthode d'observation ou la formule, en fait, on arrive sur des intervalles qui sont assez similaires. Donc on a calculé l'intervalle de fluctuation avec une des deux méthodes vues. Et on a calculé la fréquence observée. On va calculer la fréquence observée. La fréquence observée, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la fréquence qui est liée à notre échantillon. Donc la fréquence observée, c'est quoi? Eh bien tout simplement, des rouges, si je regarde de mon énoncé, j'ai eu 20 bonbons rouges sur 50. Donc, ça veut dire quoi? Eh bien, la fréquence observée, c'est 20 bonbons rouges sur 50. Ça fait du 2 sur 5, ce qui est égal à 0,4. Ok. Donc si la fréquence observée se trouve dans l'intervalle de fluctuation, la commande est respectée.
Alors là, il suffit maintenant de vérifier. On a une fréquence observée de 0,4. Donc ça, c'est la fréquence qui est observée par rapport à l'échantillon que j'ai tiré du soc. Et je vais regarder en fait est-ce qu'elle est dans l'intervalle de fluctuation. Eh bien, mon intervalle de fluctuation est entre 0,36 et 0,64. Donc 0,4 est dedans. Et donc je peux en déduire qu'effectivement, par rapport à l'échantillon que j'ai observé, effectivement, je suis dans l'intervalle de fluctuation et je peux donc dire que la commande est respectée. Je suis bien dans l'intervalle qui me permet de dire que l'échantillon est respecté. Alors on va juste terminer un petit peu cette vidéo en essayant de voir quels sont les paramètres des différentes lois et comment est-ce qu'on peut les faire varier finalement, comment est-ce qu'on peut comprendre cette notion d'intervalle. Si on prend la formule du calcul de l'intervalle de fluctuation, vous voyez qu'on a la probabilité, alors celle-là elle ne bouge pas. Par contre vous voyez que donc on part de la probabilité, et en fait on enlève 1 sur racine de n, et de l'autre on part de la probabilité, et on rajoute 1 sur racine de n. Alors si on voulait le dessiner graphiquement, cet intervalle, on pourrait tout simplement dire, je vais enlever ça, tout simplement, ça voudrait dire que la borne, si je voulais représenter cet intervalle, eh bien j'aurais donc le centre qui est P, donc qui est P ici, petit p, et en fait, à gauche et à droite, en fait, dans un sens pour avoir la borne minimum, eh bien en fait j'ai enlevé à p 1 ou 1 sur racine de n, donc en fait l'intervalle qui est ici, cet intervalle-là, il représente une longueur de 1 sur racine de n. Et l'intervalle qui est de l'autre côté, lui aussi, je n'ai pas dessiné l'intervalle par contre. Je vais dessiner jusque là. Non. Je vais dessiner mon intervalle. Donc la borne max qui est ici. Et je vais le dessiner en fait. Eh bien cet intervalle-là va lui aussi valoir 1 sur racine de n. Alors qu'est-ce qui va se passer? Eh bien tout simplement, vous voyez que l'intervalle en fait ne dépend plus que d'une valeur qui est la taille de l'échantillon. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien tout simplement, si le n augmente, eh bien 1 sur racine de n diminue. Et c'est-à-dire que plus la taille de l'échantillon augmente, en fait, plus votre intervalle va se resserrer. Alors pourquoi est-ce qu'on a cette règle-là? Eh bien tout simplement c'est normal, puisque ça veut simplement dire en fait que plus votre échantillon est grand, plus en fait vous êtes représentatif de votre population. Si je prends 50 bonbons sur 3000, en fait j'ai pas beaucoup de bonbons à tester par rapport au sac. Si je prends 500 sur 3000, eh ben je me retrouve avec 1/6 de la proportion, et là j'ai déjà une meilleure idée. Donc ça veut dire que mon intervalle de fluctuation, eh bien en fait il est plus précis, parce que la partie testée, elle est beaucoup plus proche. Si on regarde comment on calcule la fonction observée, pareil, vous voyez que l'intervalle, la valeur de base A, elle est divisée par n, donc la taille de l'échantillon, et c'est-à-dire encore une fois que la taille de l'échantillon devient plus petite à mesure que le n augmente. Alors pour s'en rendre compte, je vous propose de reprendre le même exercice, et on va essayer de voir l'exemple, si cette fois-ci, au lieu d'avoir pris un échantillon de 50 bonbons, j'en avais pris 500 et que j'avais trouvé 20 rouges. Vous voyez que j'ai respecté les proportions. J'avais 50 dans l'échantillon précédent et j'avais 20 rouges. Là, j'ai pris 500 et on va prendre 200 rouges. Ok. Donc je vais plus le refaire sous Excel, parce que je vais quand même pas faire un tableau avec 500 lignes, mais vous comprenez l'idée. Je vais juste m'appuyer sur la formule. Donc là, cette fois-ci, je vais réutiliser donc avec n égale 500 et 200 rouges. Donc je vais recalculer mon intervalle de fluctuation observé. Non, le calculer, pardon. Donc là, qu'est-ce qu'on va avoir? Eh bien, on va avoir tout simplement toujours la proportion P. Celle-là, elle ne change pas. C'est toujours la proportion théorique, 0,5. Sauf que maintenant, je vais être sur moins 1 sur racine
de 500. Vous voyez, c'est la seule donnée qui change, et c'est ce qui fait que l'intervalle va être beaucoup plus court. Sur plus de 500. Alors encore une fois, je vais le faire avec Excel, comme ça va m'éviter de perdre. J'ai déjà tout qui est en place. Hop, j'ai juste à changer 500 dans la formule. C'est déjà ce que j'avais fait avant. Et maintenant, en fait, on se rend compte qu'on tombe sur un intervalle de... Où il est ? Ah. On tombe sur un intervalle qui va finalement de 0,455 et 545. 0,545. Alors là, par rapport à l'intervalle qu'on avait avant on était sur du 0,359, 0,641. Là, on a resserré l'intervalle, on est entre 455 et 545. Donc pareil, si on représente notre intervalle, le premier intervalle qu'on avait mis en place, il était ici et là. Et on avait, vous voyez, si je trace les valeurs de notre intervalle, on avait, alors je vais faire 0,36 et on avait 0,64. Maintenant, le deuxième intervalle de fluctuation qu'on vient de calculer, en fait, il est beaucoup plus resserré. Et cette fois-ci, on a en fait 0,45 et on a 0,545. Donc là, en fait, plus on connaît mieux l'échantillon, et donc maintenant, on peut se dire en fait qu'on a une meilleure appréciation, et donc on a besoin d'avoir un intervalle plus court. Si je calcule maintenant ma fréquence observée, eh bien ma fréquence observée, elle ne change pas. C'est simplement que maintenant, j'ai 200 sur 500, ce qui me donne toujours 2 sur 5, ce qui me donne toujours 0 sur 4. Et maintenant, surprise, eh ben, on se rend compte que mon 0,4, il n'est plus dans l'intervalle 0,45, 0,545. Et donc là, je peux commencer à me dire qu'effectivement, si j'ai toujours encore la proportion de 2/5 lorsque j'ai tiré 500 bonbons sur les 3000, et bien là, en fait, j'ai un problème. C'est que j'ai l'impression que finalement, ma commande, elle n'est pas bonne. Là où j'aurais pu me dire que 0,4 c'était quelque chose de correct quand j'ai utilisé un échantillon que de 50 bonbons, là avec 500 bonbons, je connais déjà beaucoup mieux mon objectif. Donc mon intervalle de fluctuation est resserré, et ça veut dire que je suis beaucoup plus méfiant. Avec 50 bonbons, j'aurais pu dire oui, ok, ça peut coller. Avec 500 bonbons, je dis non, là j'ai quand même refait 1/6 des bonbons et j'ai l'impression que la proportion ne colle pas. Là, je peux quand même être beaucoup plus difficile. Et donc vous voyez que cette fois-là, j'étais dedans, mais si je garde la même fréquence et que j'augmente finalement la taille de mon échantillon, eh bien j'ai mon intervalle qui se resserre et j'ai la possibilité que la fréquence observée ne soit plus à l'intérieur. Voilà, donc on en termine un petit peu avec ce slide-là pour montrer justement qu'effectivement la taille de l'échantillon a un impact sur l'intervalle de fluctuation et un impact non négligeable, tout simplement puisque quand la taille de l'échantillon augmente, ça veut tout simplement dire qu'on connaît finalement mieux notre population. Plus on a sondé de personnes, mieux on connaît la population, et donc en fait notre intervalle se réduit pour matérialiser cette connaissance. Alors on termine avec ce chapitre sur l'intervalle des fluctuations. Encore une fois, si je devais résumer, l'intervalle de fluctuation permet donc, à partir d'un moment où vous connaissez une loi théorique, donc vous savez comment ça devrait être, on essaie de voir si par expérience, en fait, on arrive à se rapprocher de cette loi théorique. Et quand on arrive avec une expérience empirique à se rapprocher de cette loi théorique, on peut la valider, on peut dire effectivement, cette loi théorique a l'air de bien représenter l'expérience que je suis en train de faire. Et le calcul de l'intervalle de fluctuation, tout simplement, va nous aider à savoir déterminer cette notion de proche. Est-ce que l'expérience empirique est proche de ma donnée théorique ? Eh bien, ce proche qui finalement n'a pas grand-chose de mathématique, eh bien, il va se matérialiser avec le calcul de l'intervalle de fluctuation. Alors, on a vu également que le tableur est un outil qui peut nous aider à retrouver les valeurs facilement, par lecture, en représentant la loi binomiale qui était associée finalement à l'expérience que l'on a essayé de faire. Enfin, on a terminé en essayant de comprendre un petit peu comment marchait cet intervalle de fluctuation, quels en étaient les termes, et
comment est-ce que cet intervalle variait finalement si on en changeait les paramètres. Et on a vu que si on modifiait l'échantillon, que plus l'échantillon devenait grand, en fait, plus notre intervalle de fluctuation devenait serré. Et ça s'explique simplement en disant que plus l'échantillon est grand, en fait, plus vous avez de connaissances sur la population que vous analysez. Et donc, en fait, vous pouvez être de plus en plus précis. Là où vous êtes très large parce que vous ne connaissez pas du tout votre intervalle de fluctuation, plus vous avez d'individus dans votre échantillon, plus vous pouvez resserrer votre intervalle de fluctuation, puisque, en fait, vous avez une meilleure connaissance de la population globale. Donc, il y a encore beaucoup de questions suite à cette vidéo. On avait commencé à parler d'intervalle de confiance que l'on va détailler naturellement dans une prochaine vidéo. Et on avait encore parlé d'un coefficient mystérieux de 1,96 qui nous servait à calculer l'intervalle de fluctuation lorsque on n'était pas dans le cas d'un échantillon assez grand, d'une probabilité qui n'était pas proche des bornes. Là aussi, c'est quelque chose qu'on va utiliser dans la vidéo sur l'intervalle de confiance, puisqu'on va se baser sur une loi normale et on va voir que c'est beaucoup plus facilement explicable avec une loi normale. Mais on expliquera naturellement d'où sort ce coefficient. Donc, il me reste à vous souhaiter une bonne cogitation sur cet intervalle de fluctuation et je vous donne rendez-vous à très vite pour continuer avec l'intervalle de confiance.